commencer donc voilà. Donc comme d'habitude, j'ai l'habitude de dire quelques mots sur la paracha. Là, une expression curieuse de la Torah. Nous sommes rentrés dans le 3e livre de la Torah, qui est Vaïkra. Et le mot nous a rapporté Ishe Reach Nichoach Hashem. Ce sont des feux qui sont de bonne odeur pour Hachem. Très, très curieux, comme si Hachem était intéressé par les odeurs. En plus, je ne sais pas quelles sont les odeurs des corbanotes que l'on brûle sur le misbéach. Eh bien, Nachatrouach nous dit Rashi sur place, il dit Nachatrouach, qu'est-ce que ça veut dire que c'est un feu qui est Nachatrouach qui donne du plaisir à Hachem? En quoi ça peut donner du plaisir à Hachem? Nous dit Rashi dans les mots de l'homme. Alors, Nachatrouach, les fanaï, c'est un marty de Naseretoni. En quoi c'est un Nachatrouach? En quoi c'est un Nachat? En quoi c'est un plaisir pour Dieu que nous apportions les corbanotes à Hachem? Eh bien, tout simplement parce que à Marty, j'ai dit Ena Seretoni, et mon ratson a été fait mimela de lui-même. Voilà. Ça veut dire que le sens brutal de dire qu'Hachem se réjouit de deux odeurs, de ces odeurs des corbanotes qui brûlent, eh bien, le Pshuto Shel Mikra, échangé par Rashi, dit la bonne odeur pour Hachem, c'est le plaisir qu'il a que ses enfants, que Israël, fassent sa volonté divine. Voilà, un petit Rashi, petit par la taille, grand par la profondeur. Et nous posons un Tzarechioun, une question là-dessus. Manishtana, par là, il a azé Manishtana, le Korban Pessah, par rapport à toutes les autres mitzvot, pour que la Torah se fatigue à nous dire qu'elle est, c'est un nachat, c'est un nachat pour Dieu. Et le fait de ne pas tuer, de ne pas voler, c'est pas un nachat pour Dieu. Le fait de ne faire attention à un chatnez, c'est pas un nachat. Le fait d'aimer son prochain, c'est pas un nachat. L'ensemble, le binyan des mitzvot, la construction des mitzvot, c'est sûr que c'est un nachat, c'est un nachat pour Dieu. Pourquoi dans ce cas les korbanas? Eh bien, en quelques mots, je vais vous dire une idée sur laquelle il faut vivre. Les mots comme cela, les mots qu'on trouve dans les sikhot, dans les marmarim, ce sont dans les sfarim en général, ce pas des mots, ce pas de la lecture, c'est quelque chose qui doit nous pénétrer. Les korbanot ont un chidouche spécial, quelque chose qui lui est propre aux korbanot que l'on ne trouve pas dans les autres mitzvot. Qu'est-ce que c'est? J'ai envie de vous dire, c'est Kulola Hashem, et je m'explique. Qu'est-ce que ça veut dire Kulola Hashem? C'est Ishaï, mes feux, Reach Nichoach Hashem. Si nous regardons le compte des 613 mitzvot, l'ensemble des mitzvot, il y a les mitzvot, bien sûr, qui sont des mishpatim, logiques. Ne pas tuer, ne pas voler, ça tout le monde comprend. Si on ne veut pas être une bête féroce, ce que la morale universelle comprend, que n'importe qui peut comprendre, ce sont des mitzvot, oui. Mais ça, on sent bien qu'elles ont un rapport avec l'homme. Pour nous, c'est divin, c'est les ma'alamina sechel, mais ce sont des choses qu'on comprend. Les edot, vous avez d'autres, on dit le mishpatim, les edot, les rukim. Il y a d'autres mitzvot qui sont là pour nous faire ressentir constamment les miracles de Dieu, afin que réveillons nous quelque chose que la Torah veut, parce qu'on ressent les chasdei Hashem. Mais ce sont encore des mitzvot qui sont aussi pour l'homme. Vous avez bien sûr aussi les chukim, vous avez les chukim, le vacherous, c'est le chok par excellence. Alors vous allez dire, c'est tout, kulol Hashem, c'est divin. Qu'est-ce que je comprends? En quoi ça me porte quelque chose? Même les chukim, en quelque chose de particulier, sont là pour nous enseigner, pour nous forger, pour nous bâtir, nous façonner sur le concept de Kabbalatol, le bitoul devant Hashem. On a Kabbalatol, ça aussi c'est un rapport avec l'homme. L'ensemble, le binyan des mitzvot, ce sont des choses qui apportent aussi à l'homme. C'est bien sûr divin, c'est bien sûr ordonné par Hashem, on fait la volonté divine, mais on a un revach, une espèce de bénéfice de cela.
la seule sur laquelle on est Kulo Lachem, Lachem. Qu'est-ce que ce korban apporte à l'homme, si ce n'est que Dieu a décidé que lorsqu'on a fait telle faute, on apporte un korban. Il a décidé qu'on apporte un korban le matin, il a décidé qu'on apporte un korban l'après-midi, et certains Kulo Kalil complètement consumés. Là, on le fait ach verak, seulement et seulement pour Hachem. Et ça, c'est le narratoire que Dieu ressent, que le cas Israël fait quelque chose sur lequel il n'y a aucune contrepartie, n'a rien pour lui. On doit brûler cet animal, il doit brûler pour Hachem. Et c'est ça le concept, le Soda Korbanot, c'est le Ramban qui est un Mekoubal, le Ramban Rabbi Nachmanide, dit le Soda Korbanot, c'est il y a une insistance, une adgasha sur le fait que son tachlit, sa fin finale, je veux dire, son but, c'est pas donner quoi que ce soit à l'homme, c'est faire la volonté divine, c'est tout. Et c'est pour ça que cela donne à Kajbochon un nachatroir spécial. C'est un très très beau concept, vous voyez. Il y a des mitzvot que sont la chaîne, porte un korban, Dieu veut qu'on le matin, on porte un korban. On a fait une Avera Shabbat, Béchogeg. On a fait Béchogeg. Tu as passé la journée? Ceci, ça donne un nachat à Dieu. C'est ça le fameux Riach Michoach qui plaît à Dieu. Pourquoi? Parce que la seule chose que l'on manifeste, c'est Amarti, j'ai dit, Vénan Seratoni. Dieu a dit, on fait, point. Ashram Shekachalo. On répète souvent cette phrase. Heureux le peuple qui dit Kacha. Pourquoi Kacha? Pour faire la volonté divine. Ça apporte quelque chose. L'Oirpa, ça apporte quelque chose. Ce n'est pas des mishpatim, ce ne sont pas des choses zoli, ce ne sont pas des edot, ce ne sont pas des rukim. C'est au-delà de ça. C'est des choses pour montrer à Dieu qu'on fait ce qu'il demande. Point à la ligne. Voilà donc l'idée une des nombreuses idées qu'on voit dans Vayikra. Vous savez que dans la cérémonie que l'on fait dans Arnasa Trader, le minag, c'est qu'on prenne ce premier passage précisément de Parashat Vayikra pour faire ressentir à l'enfant ce concept-là de s'approcher d'Hachem en faisant quelque chose sans aucun intérêt. Dieu veut qu'on apporte des corbanotes, on apporte des corbanotes. Kulo Kalil, parfois consumé complètement. Et ça, sache, cher petit, qui rentre au cheder, ça donne un nachat roach jouro. Chez Amarti, pourquoi? Amarti, j'ai demandé, on a fait point. Voilà donc l'idée que je voulais évoquer ce soir. Sur la paracha, c'est tellement riche, il y a toute là-bas de Zachim, Nachot, et des marques entières là-dessus, des traités entiers du Talmud qui traitent de cela. Bekitsour, une idée qu'on peut tirer donc de cette paracha Vayikra. Aujourd'hui, j'espère avoir le temps tout à l'heure de vous faire une petite chazara sur une melacha de Shabbat, mais pour diverses raisons, j'ai eu envie, j'ai eu le réchec, ça arrive parfois qu'on a un réchec, d'enseigner quelques halachot de brachot. Je suis surpris souvent que je vois des gens qui sont désarçonnés quand ils sont dans la rue, ils savent qu'il y a une bracha à faire, ils ne la connaissent pas, ils voient un arc-en-ciel, ils se demandent quel bracha on fait sur l'arc-en-ciel, ils voient un éclair, ils entendent un tonnerre. Et bien tout cela, ça s'appelle des brachot. On voit la mer Méditerranée, l'Atlantique, le Pacifique, etc. Eh bien, il y a des brachot à connaître, c'est bien de les connaître. Elles sont dans le Sidour, il n'y a qu'à ouvrir le Sidour et les apprendre, mais bon, c'est l'occasion de vous enseigner ces choses-là. Puisqu'on va aborder dans ce problème des brachot, je vais me permettre de faire une petite révision sur les brachot que l'on fait, sur les gâteaux, sur le pain. On m'a posé récemment des questions à partir de quand, questions archi classiques, à partir de quand une pâte moti devient mésonote, à partir de quand une mésonote devient moti, et le pain qui est cuit dans l'huile, enfin toutes ces choses que l'on demande très souvent, ou pour finir, donc pour le résumé clali, je vois parfois sur la table, dans des fêtes, il y a du vin rouge, du vin blanc, et beaucoup ignorent que lorsqu'on boit du rouge et du blanc en groupe comme ça, eh bien on fait, outre la bracha sur le vin, à Geffen, on ajoute Baruch, Atov, Vametiv. Il faut savoir que ça existe, c'est notre Baruch, il faut le faire, c'est bien d'augmenter les brachot, c'est bien d'en faire beaucoup. Alors rentrons dans les détails. Vous vous promenez dans la rue, il y a un orage qui commence à gronder. Tout
Tout à coup, vous voyez dans le ciel un éclair. Qu'est-ce qu'on fait sur l'éclair? Vous entendez ensuite le tonnerre. Qu'est-ce qu'on fait sur le tonnerre? Alors, dans Shulchan Aruch, l'Admor Zaken nous dit que l'éclair et le tonnerre, on peut faire la bracha suivante, qui est Ose Maase Bereshit. Mais il finit l'Admor Zaken, je préfère vous dire directement le résultat, que pour varier la bracha, pour faire des shvachim, pour faire des louanges davantage à Hachem, il est bon de faire sur le clair Ose Maase Bereshit, qui fait la création du monde. Et lorsqu'on entend le tonnerre là, qui nous ébranle, on fait chez Kocho, qui manifeste la force divine et la force physique, on va dire. Chez Kocho, Gvurato, Malolam, que sa force et sa puissance remplit le monde. Donc, vous entendez le tonnerre, vous faites chez Kocho, Gvurato, Malolam. Maintenant, on est demandé, vous savez que du point de vue phénomène naturel physique, il arrive fréquemment que l'éclair et le tonnerre se suivent. Alors, si vous les voyez en même temps, vous entendez le tonnerre, vous voyez l'éclair en même temps, alors là, on ne fait qu'une seule bracha. On ne fait qu'une seule bracha, qui est celle qui est inclue, en quelque sorte, les deux, c'est Ose Maase Bereshit. Si par contre, entre la vision de l'éclair et l'écoute du tonnerre, c'est passé le temps de dire Shalom Alecha Rabbi, c'est-à-dire 3 secondes, alors vous faites 2 brachot. Une bracha sur l'éclair, Ose Maase Bereshit, une bracha sur le tonnerre, chez Kocho ou Atom Olam. Ne vous trompez pas. On entend parfois, vous savez, comme ça, j'appelle ça des légendes, comme ça, on dit oui, mais ce sont des brachot que l'on fait que si on voit l'éclair et le tonnerre en même temps. Sinon, s'ils sont indépendants l'un de l'autre, on ne fait pas. C'est une erreur. C'est une erreur. Vous entendez le tonnerre tout seul, vous faites la bracha sur le tonnerre. Vous entendez l'éclair tout seul, vous faites la bracha sur l'éclair. Il n'y a aucun safek là-dessus. La seule chose, c'est que si on les voit, on entend simultanément, alors on fera une seule bracha qui inclura les deux. Certes, on ne fera pas 2. Voilà, ça c'est la bracha sur l'éclair et le tonnerre. Maintenant, bon, il y a encore beaucoup de brachot, on voit des étoiles filantes, etc. Il y en a une aussi, c'est, il faut connaître aussi, c'est lorsqu'on voit un arc-en-ciel. Bon, quand on voit un arc-en-ciel, il faut se rappeler quelque chose. Il vaut mieux ne pas voir un arc-en-ciel. Si vous en voyez un, il ne faut pas dire à tout le monde, regardez un arc-en-ciel, fais la bracha. Ce n'est pas un bon siman. Mais il n'en reste pas moins que si on a vu, on l'a vu. Donc, puisque Chachamim ont décrété que nous sommes tenus de faire une bracha, il faut faire la bracha. Quelle bracha? C'est la suivante. Toujours, quand je dis bracha, il faut toujours commencer Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam, bien sûr, Shem ou Malchut. Puis vous dites Zocher Aberit, qui se souvient de l'alliance. Ne'eman Bivrito, il est loyal dans son brit, dans son alliance, à savoir qu'il a promis qu'il ne détruirait plus la terre. Et puis, pour finir, on finit avec Vekayam Bema Amaro. Il est Kayam, il est solide comme un roc chrétien dans son propos, dans ses paroles. Donc, je répète à Bracha, Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam, Zocher Aberit. Et si vous êtes quelqu'un d'oublieux, c'est bien d'avoir toujours un siddour rapporté ou bien une feuille avec les brachot, dans lequel vous mettez Birkat Haderer quand on voyage en voiture, etc. Comme ça, vous allez les brachot que l'on peut être amené à faire et que parfois on ne connaît pas et qu'on rate, dommage. Alors, Zocher Aberit, Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam, Zocher Aberit, Neman Bibrito, Vekayam Bema Amaro. Ça, c'est donc la bracha sur l'arc-en-ciel. Bon, ce sont des choses qu'on apprend au Cheder et tout, mais bon, il y en a qui n'ont pas appris au Cheder, il y en a qui ont appris, qui ont oublié. Donc, c'est toujours bon de reprendre ces halachot-là. Bon. Un dernier détail à ne pas oublier, dans la bracha sur l'éclair et le tonnerre, vous n'avez pas un temps infini pour faire la bracha. Si vous voyez l'éclair, vous avez attendu 1 minute, on a perdu la bracha. Il faut la faire torque des dibours. Ça veut dire le temps de dire les mots Shalom Alecha Rabbi. Si maintenant vous avez entendu le tonnerre, vous avez hésité, je fais la bracha, je ne fais pas la bracha. Tu ne l'as pas donné?
Si vous avez attendu plus de 3 secondes, on a perdu la bracha. Donc, tâchez d'avoir le réflexe, d'avoir la présence d'esprit. Dès que vous voyez l'éclair, dans les 3 secondes, vous faites la bracha. Dès que vous entendez le tonnerre, dans les 3 secondes, vous faites la bracha. Un dernier détail sur tout cela, en demandant, très bien, j'ai fait chez Kocho Uvra Toma Olam sur le tonnerre, j'ai fait Otema Sebeshit sur l'éclair. Maintenant, et si je revois un éclair, si je réentends un tonnerre, est-ce que je recommence à bracha? Alors, réponse, c'est qu'en général, non. Pourquoi seulement en général? Parce qu'il peut arriver ce que la Gemara appelle Nitfazro et Avim. Les nuages se sont dispersés, le ciel est devenu bleu, donc il y a eu un F-sec, et puis une nouvelle fois, les nuages s'amoncellent et il commence à pleuvoir et tonnerre et éclair. Dans ce cas-là, on recommence. Il y a eu un F-sec. Bien sûr, si maintenant c'est le même orage, mais il a duré toute la nuit, vous avez entendu un jour, le lendemain, vous réentendez le tonnerre, on refait la bracha. La nuit, ça fait un F-sec, même qui c'était resté nuageux toute la nuit. Mais quand c'est dans la même journée, on ne refera les brachot au Sema Severishitu, chez Koko, Gurato, Maolam, que si il y a eu un F-sec dans l'orage. Ça veut dire que l'orage est complètement passé, le ciel est redevenu bleu, et quelques temps après, c'est redevenu nuageux. Voilà, ça c'est donc le point qu'il faut se rappeler pour ne pas faire bracha les batala. Une bracha que je vous souhaite, et j'ai envie de dire que je me souhaite de faire moi. Je n'ai pas eu le trou de le faire. J'aurais pu le faire il y a quelques temps. Si vous voyez un roi, on n'a pas 36 occasions, hein, à part le roi du Maroc, on ne voit pas trop dans nos contrées l'occasion de rencontrer un roi, mais qui a vraiment le titre de roi, le kavod du roi. Les gens respectent comme un roi, ça c'est pas du tout comme un président de la République dans une démocratie. Eh bien, il y a une bracha à faire. Et je souhaite, Bezat Hashem, la faire. D'ailleurs, sachez que le roi du Maroc est toujours très fier quand un juif s'approche de lui et fait à haute voix la bracha. Un ami qui a eu l'occasion de rencontrer à Paris, dans le sentier, ben, il a fait la bracha, le roi connaissait. Rue des Rosiers, c'est ça? Chez Nathan, Mirvodo, les Bassar Vadam. Je répète, Baruch Ata Hashem, chez Nathan Mirvodo qui a donné de son kavod, de sa gloire, à l'homme. Ça existe. C'est-à-dire, j'ai pas envie de dire, ça peut être légitime. Si c'est un roi Yerushalayim, eh bien, on peut faire. Donc, il a donné de son kavod, de sa beauté, de sa merveillance, sa magnificence, on va dire. Il a donné un être de chair et de sang. Sachez que, premièrement, c'est mitzvah l'ishtadel. C'est bien de courir d'achettement, ne serait-ce qu'une fois dans sa vie. Une autre, par exemple, qu'on peut faire, certains ne font pas, c'est quand on fait des caparottes, par exemple. Très souvent, on apporte un poulet à la shrita, à l'abattage, et puis c'est très bon de faire la mitzvah de Kisui Adam, recouvrir le sens. C'est mitzvah de Raita, Baruchata, Shema, Kisui Adam, Bafa. Donc, c'est bien de créer l'occasion de le faire. Et bien, pareil aussi, si on a le mérite d'aller un jour dans un endroit où on peut rencontrer un roi, je ne vois pas trop d'autres endroits qu'au Maroc, c'est bien de faire cette bracha. Et j'ajoute un point très intéressant, même un aveugle peut faire. S'il est sûr, bien sûr, il est avec il est avec un non-voyant qui est avec des voyants, et les voyants disent, voilà, le roi est là, il a le droit de faire la bracha. Parce que ce n'est pas seulement le fait de voir la personnalité du roi qui éveille cette envie de faire la bracha Hashem, c'est précisément parce qu'on sait qu'il y a un kavod devant nous, il y a une personne, c'est un gavra, auquel Dieu a accordé un kavod, et donc il faut faire la bracha. Voilà. Encore une, et je vais finir ce tour d'horizon. J'ai envie de dire, la majorité, ce sont des choses qui sont fréquentes, mais que souvent on ne connaît pas. Et il y en a qui sont plus courantes. C'est la mitzvah de Atov et Ametiv. Alors, sachez que la mitzvah d'Atov et Ametiv, c'est une mitzvah de remerciement à Dieu lorsqu'on est au moins 2 personnes à profiter. Je traduis les mots. Atov, qui est bon, et Ametiv, qui fait du bien à l'autre. Donc, dans certaines circonstances que je vais citer,
On dit Atov Libaouchat Hashem, béni sois-tu Hashem, qui est tov pour moi, qui est bon pour moi, et qui est métive et qui fait du bien à quelqu'un d'autre. Lorsqu'on est deux à profiter de quelque chose, on fait la bracha de Atov et métive. Prenons un exemple. On achète une maison. Dans la majorité des pays de notre temps, on achète un couple qui achète une maison, il achète à deux, au nom des deux. Pas comme autrefois, c'était souvent le mari qui avait une maison et il accueillait son épouse. Dans la mesure où la maison appartient officiellement, les papiers, au mari et à la femme, au moment où on achète une maison, lorsqu'on rentre dans la maison, on a une joie, on remercie Dieu, on fait la bracha de Atov et Métiv. Atov li, qui est bon pour moi, et Métiv les affaires et qui fait bien à affaire quelqu'un d'autre. Très intéressant, vous voyez. Pareil aussi, quand on a un garçon, on est deux à avoir un immense plaisir à voir ce garçon, et donc on fait Atov Amétiv. Donc n'oubliez pas, hein, les jeunes couples, quand vous avez un garçon, faites Atov Amétiv. Pour une fille, on fait que Shecheyanou. Il y a des raisons pour cela. Pour une fille, on fait Shecheyanou, on remercie Dieu de nous avoir amenés à ce moment-là. Mais pour le garçon, on fait Atov Amétiv. Une autre occasion qui peut être très fréquente, lorsqu'on vous amène du vin, vous buvez du vin, on vous amène un autre type de vin. Même que le deuxième type de vin, je ne sais pas s'il est meilleur que le premier, peut-être oui, peut-être non, on fait sur le deuxième verre Atov Amétiv. Le cas fréquent où la Gemara nous dit que le deuxième, il a quelque chose de plus que le premier, c'est le blanc par rapport au rouge. Bien que les gens préfèrent le rouge en général, mais le blanc, il est plus baril, il apporte quelque chose. Donc, si vous faites du rouge, après vous buvez du blanc, même l'inverse aussi, on fait Atov Amétiv. Il faut quand même, je précise, un certain nombre de conditions pour faire Atov et Amétiv pour le vin. Il faut que les deux bouteilles en question soient sur la table à portée des invités, des gens. Si une personne a ses bouteilles et c'est lui qui distribue à chacun au compte-gouttes, mais les gens ne peuvent pas se servir spontanément, ne fait pas Atov Amétiv. Bon, en général, dans les fêtes, vous savez très bien, dans les fêtes, dans le mariage, dans le mitzvot, il y a des bouteilles sur la table, les gens se servent. À la maison, les gens se servent. Donc là, on le fait. Il faut être au moins deux, par exemple, le mari et la femme. Tout seul, on ne fait pas Atov Amétiv. Même qu'on boit deux sortes de vin, mais on est tout seul, il n'y a pas cette joie de partager. Il faut que ce soit une joie partagée. C'est très beau, l'idée est très belle. Il faut une joie partagée. Et partagée. Le mari et la femme, on commence avec le blanc, par exemple, avec le poisson, et puis avec la viande, ils amènent du rouge. Hein, non pas parce que le premier, encore un paramètre, non pas parce que le premier, il n'y en a plus, j'apporte un deuxième, non, il en reste encore du premier, mais j'amène le deuxième parce qu'il est différent, parce qu'il est peut-être meilleur, parce qu'il convient mieux à la viande que le premier aliment, vous voyez. C'est encore un cas, et je dis, c'est bien j'ai envie de vous dire, c'est Raoul et Ishtadel. C'est bien de faire ces brachot. On n'est pas des ivrognes, mais à table, quand on peut, dans tous les mariages et tout, si on boit du vin blanc ou du vin rouge, c'est bien de demander à quelqu'un d'autre qui est assis à côté de vous. Écoutez, ça ne t'arrange pas, on va boire un petit verre de blanc au début, et puis on va décider de prendre du rouge un peu plus tard. Et quand on va boire le rouge, on fera Tov Amétiv. Donc on fera sur le premier vin, on fera à Geffen, on repère à Geffen. Et pour le deuxième vin, vous ne recommencez pas bien sûr à Geffen, mais vous faites juste la bracha de Atov et Amétiv. Voilà, je vous ai passé donc en s'il vous plaît, Rav, même si on a fait le Hamotzi Lechem, on peut faire le Hefsek de faire Atov Amétiv. C'est-à-dire le Motzi n'englobe pas, même ces deux vins. Attendez, vous avez fait Hamotzi et vous êtes dans le repas, c'est ça que vous voulez dire? Oui. Quand vous êtes dans le repas, bien sûr, après avoir fait Hamotzi Medraret, vous avez avalé votre morceau de pain, bien sûr, et pendant le repas, vous êtes parfaitement en droit de boire du vin. Donc, le fait de faire à Geffen dans le repas ou à Torah Métiv, ce n'est pas du tout un Hefsek dans le repas, pas du tout. Ça fait partie du repas. Je vous ai bien répondu. Je ne sais pas si j'ai bien compris votre question. C'est ça votre question? Oui, non, mais c'est exactement ça. Voilà. D'abord, ah oui, c'est pour ça que le vendredi soir, on fait le Geffen avant.
ce qui fait que la bracha de Motzi, ça nous dispense de la bracha Rona, c'est ça? Non, non, non. Je comprends ce qui vous gêne. Le vendredi soir, le normal, quand on est dans un repas, le normal, l'habitude, et qu'on boit du vin dans le repas, c'est de faire Agefen après le Motzi. Normal, dans un repas de fête, dans un repas de bar mitzvah, etc., ou bien un repas tout simplement. Il y a des gens qui veulent prendre un petit peu de vin, c'est bon pour la santé, un petit peu de vin à chaque repas. Ils font Motzi, après ils font Agefen. Ouais, c'était le cas du Kiddush. Le Kiddush est différent. Les Chachamim ont décrété, ont institué de faire Kiddush à la Yayin. Kiddush, ça veut dire être Mekadesh le jour, sanctifier le jour de Shabbat. On peut le faire en faisant le dit, Baruch Ata Hashem Mekadesh Shabbat. Chachamim ont voulu améliorer, embellir cette mitzvah de Kiddush en l'accompagnant de vin. Et c'est la raison pour laquelle, avant de faire le repas, on fait un Geffen sur le vin. Et donc, on boit le vin, donc il n'y a aucun F-sec entre Agefen et le vin. Et après, on fait Moti, il n'y a toujours pas de F-sec. Donc, il n'y a aucun problème. D'accord, mais s'il vous plaît, lorsqu'on a fait à Motzi, on ne refait pas justement d'autres brachot. Donc, Geffen et Amétiv, ce sont des exceptions. Ça veut dire que quand on dit à Motzi, on a englobé tout. Je comprends votre question maintenant. Alors, sachez que le Motzi acquitte l'immense majorité des aliments, poissons, viande, légumes, etc. Mais des aliments chashuvim, ça ne les acquitte pas. Or, le vin, c'est quelque chose de chashuv. Donc, il n'est pas inclus dans la bracha de la Motzi avant. De même que quand quelque chose est un dessert, dessert, ça veut dire qu'on mange à la fin du repas. Si vous mangez un fruit à la fin du repas, vous faites la bracha. Vous voyez, si vous mangez une glace à la fin du repas, vous faites shakot sur la glace. Comme ça qu'on tient. Bon, il y a des discussions là-dessus, mais nous, on tient comme ça que si on mange un dessert en fin de repas, ce n'est pas inclus dans la Motzi. Et donc, le vin, je vous rassure, c'est quelque chose qui est hors du repas. C'est un plus par rapport au repas. Donc, il n'est pas inclus dans le Motzi. Bon. Clair? Ainsi que Amétiv, donc. Atov et Amétiv. Pareil que Atov et Amétiv. Aussi bien à Geffen qu'Atov et Amétiv, ce n'est pas inclus du tout dans le Motzi. Merci, Rav. Je vous en prie. Posez-moi quelques questions. On va changer un petit peu de sujet après. Donc, posez-moi des questions sur les quelques branches. Vous savez, c'est vraiment un petit pabayam, hein, c'est une goutte d'eau dans la mer que je vous ai dit. Mais bon, c'est bien de revoir ces choses. Hein. Il faut savoir oui, par rapport, excusez-moi, ce que vous avez dit par rapport au tonnerre éclair, si c'est quelque chose qui se prolonge, par exemple, on a entendu le tonnerre, donc c'est Shakoro Malek Vorato, mais si ça recommence, par exemple, une demi-heure après, est-ce qu'on a le droit de le redire? Alors, je vous répète ce que j'ai dit tout à l'heure. J'ai parlé de ça tout à l'heure. J'ai dit la chose suivante. Si Nitpazrou et Avim, si les nuages se sont dispersés, ça veut dire que le ciel bleu est revenu. Donc, on va dire l'orage numéro 1 est passé. Le ciel bleu est revenu. Et puis, il y a un orage numéro 2 qui revient. Là, on refait la bracha. Mais si à aucun moment le ciel ne s'est éclairci, donc finalement, c'est le M-Cher, c'est la continuation du premier orage, on ne fait qu'une seule fois chez Kocho et une seule fois au Sema Bereshit. D'accord, ok, je n'avais pas écouté. Voilà. Entendu. Bonsoir, Rav. Allez-y. Oui, au sujet de la Tov Amétiv, si donc on veut boire du vin dans un repas, on fait boire Pri Agafen. Quelle est la place de la Tov Amétiv? Après, tout de suite, directement? Quand vous décidez quand vous êtes dans les conditions que j'ai citées tout à l'heure, les paramètres, vous êtes deux à boire et vous avez bu du blanc par exemple, vous voulez boire du rouge. Quand vous décidez de boire du rouge, vous dites à quelqu'un d'autre, il faut qu'on soit deux pour faire Atov Amétiv, et vous faites Atov Amétiv. Si vous voulez faire tout de suite, vous pouvez faire tout de suite, mais en général, on ne fait pas tout de suite. En général, hein, dans les repas traditionnels, dans nos régions, on va dire, on prend du blanc avec le poisson, et puis on prend du rouge avec la viande. Et bien, quand vous arrivez au rouge pour la viande, et bien, vous dites, il faut être deux au moins. Et quelqu'un, écoute, on va faire Atov Amétiv à deux. Donc, après que les deux, nous avons bu du blanc, alors là, les deux, nous allons boire du rouge et on fait Atov Amétiv, en plus du Agefen qu'on a fait sur le blanc. Si on a une seule boisson, si on a du vin blanc seulement, non, on ne fait pas. Non. Atov Amétiv, pas définition, c'est qu'on ajoute quelque chose.
C'est un On plus ajoute. par rapport au premier. Ah non, si vous n'avez qu'un seul type de vin, non. Alors, on fait que Agefen, c'est tout. D'accord. Oui, merci. Bonsoir, Rav. Le champagne, il fait partie de quoi à Tové Amétiv? Ah oui, absolument. Le champagne, c'est du vin, bien sûr. Bien sûr. C'est du bon vin, hein. Le vrai champagne, c'est du très bon vin, bien sûr. Donc, si vous avez fait Agefen sur un vin quelconque, disons que avec votre poisson, vous aimez le vin blanc sucré, on va dire. On va dire un vin blanc sucré. Et un peu plus tard, on vous offre un verre de champagne. Vous faites à Tové sur le champagne. Avec les conditions que j'ai dites, à savoir que les bouteilles sont sur la table, qu'on soit au moins 2. Et oui, absolument. Très bien. On peut juste rappeler aussi, Raph, que bien sûr, quand on a fait à Geffen dans une Seouda, évidemment, quand on va prendre pendant le repas un verre de coca, on ne fait plus rien, on ne fait pas chez Akol, alors qu'on a fait déjà à Geffen. Je pense que c'est bon de le rappeler, non? Oui, Parce que beaucoup le font à la choule par erreur et elles ne savent pas, par exemple. C'est une bonne remarque. Si, dans la mesure où on n'a pas fait moti, parce que si on a fait moti, de toute façon, le moti inclut tous les liquides. Mais non, évidemment, je parle d'une Seouda, par exemple, du kidouche du Shabbat midi à la choule. Quand on a fait à Geffen, beaucoup ne savent pas encore qu'on ne doit pas faire le shiakol sur le verre de coca. Khazak, c'est bien. Alors, je répète ce que dit madame. Effectivement, Khazak, elle dit la chose suivante, que le vin est considéré comme roche à mashkim, comme le patron, la tête des liquides. Donc, bien que le jus de raisin ou le vin n'a pas la même bracha qu'un liquide, que de l'eau ou un coca, par exemple, l'un c'est à Geffen, l'autre c'est chez Akol, malgré tout, le Geffen sur du vin acquitte du Sheakol de toutes les boissons. Je dis bien des boissons, pas des solides. Donc, si dans un kidouche, vous avez fait à Geffen, celui qui a fait le Mekadesh, par exemple, il faudra faire attention que s'il fait Sheakol, il doit chercher quelque chose qui soit du Sheakol. Il y a beaucoup de Sheakol sur la table. Hein. Et sur les alcools, c'est pareil? Sur les alcools, si on fait Sheakol? Sur quoi? Sur l'alcool? Voilà. Si vous avez fait à Geffen sur le vin, c'est sûr que ça vous acquitte du Sheakol des mashkés. D'un verre de boucha, par exemple. Voilà. La vodka est incluse dans le vin. Attention, je vais donner encore un détail là-dessus. Je dis bien que le Geffen acquitte du Sheakol des boissons seulement si vous avez goûté le Geffen. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il parfois, hein, quand le Mekadesh, celui qui fait le kidouche, bon, lui, bien sûr, il goûte le vin, il le fait goûter à 2 ou 3 personnes. Ce ne sont que les 2 ou 3 personnes qui ont goûté le vin pour lesquelles on va dire que les liquides sont battels, sont annulés et donc profitent de la bracha du Geffen. Mais souvent, il y a des mesouvim, des gens qui sont autour de la table pour le kidouche, ils se sont acquittés du kidouche en entendant le Geffen du Mekadesh, mais ils n'ont pas goûté le vin. S'ils n'ont pas goûté le vin, hein, alors s'ils doivent boire maintenant du mashké, hein, du whisky par exemple, ils doivent refaire le sheakol parce qu'ils n'ont pas goûté le vin. Voyez, c'est important de savoir ça, c'est très important, bien sûr. Parce que le samedi midi, on n'est pas obligé de goûter, de boire le Hagefen quand on a entendu le kidouche, par exemple, à la choule. Mais par contre, quand on va prendre après un verre de coca, donc on est tenu de faire sheakol sur le verre de coca. Si on n'a pas, absolument, si on n'a pas goûté si on n'a pas goûté le jus de raisin ou le jus de raisin ou le vin, exactement. J'ignorais. Et on refait quand même sur un morceau de poisson sheakol. Alors, si on prend un morceau de hareng, par exemple, on pique au moment des brachot. Attendez. Ça n'a rien à voir avec la boisson. Attendez, 2 choses. Si vous n'avez pas fait la bracha, vous n'avez pas goûté le vin. Donc, vous avez recommencé le sheakol sur le mashké. Hein, vous avez commencé sur le whisky. Alors, le sheakol sur le whisky, il inclut aussi les solides. Contrairement à une erreur qui court quelquefois, qu'il faudrait faire un sheakol sur des solides liquides. Ça n'existe pas, ça. Le sheakol, il inclut tous les sheakols. Bien sûr, dans la mesure où j'ai eu la kavana d'inclure les autres, ou bien sans kavana, si ces aliments étaient sur la table. Tout ce qui était sur la table, qui sont chez Akos, sont inclus dans la bracha. Par contre, écoutez bien, une personne qui aurait fait à Geffen, donc, j'ai goûté le jus de raisin, deuxième solution. J'aurais goûté le jus de raisin, donc mon sheakol sur le mashké, il est fini. Je dois refaire encore un deuxième sheakol sur le solide.
Voilà, parce que parce que je n'ai pas fait chez Akol sur le mashké. Je me suis acquitté du mashké avec le geffen du vin. Tout à fait. Donc, ça ne se transmet pas. J'espère que je suis Très clair. clair. Je peux répéter si vous voulez. Parfait. Très bien. Voilà. Razak. Merci, Rav. Voilà. D'autres questions, messieurs? Allez-y. Pas de questions? Ouais, non, Rav Zerbouk, juste question tout à l'heure, quand vous avez parlé des rois sur lesquels on fait la bracha. Si c'est des rois qui ont un titre honorifique, mais qui n'ont pas forcément un vrai pouvoir. Non, ne parlez pas de... Genre la reine d'Angleterre. Voilà. La reine d'Angleterre, même s'il y a à discuter sur la reine d'Angleterre, il y a beaucoup de chakirot là-dessus. Je vais vous dire pourquoi. Parce que certes, elle n'a pas de pouvoir, mais vous savez que pour les Anglais, c'est une icône. Hein. C'est la reine d'Angleterre. Oui, c'est vraiment très, très, très chachouv. Hein. Il peut y avoir tous les gouvernements qui passent et tout tiennent à leur reine. C'est comme ça par tradition. Je dis Yitachen que pour ça, elle a le kavod d'un roi qui a la maîtrise du pouvoir. Parce que vraiment, elle a une chashivut. Son peuple, mamash, c'est une icône. Pas c'est une icône. C'est une. Oui. Au-delà même de l'Angleterre, en fait. Elle est la reine. Elle avait bien. Oui, elle avait bien, mais enfin, le peuple est pour elle et tout. Hein, ils sont tout à fait d'accord de payer les impôts pour la reine et tout. Voilà. Et si c'est, je ne sais pas, par exemple, un prince, mais juste parce qu'on est dans un roi, il n'y a pas de roi. Genre, je pense, prince Albert II, par exemple, de Monaco, par exemple, qui dirige sa principauté. Bon, il n'y a pas le titre de roi, mais bon, c'est quand même la personne qui a le plus de pouvoir. Il semble pas. Dans les livres, c'est pas marqué dans un tour comme ça, c'est une advera un peu différente, ça, de la principauté. Ouais. Et il n'a pas l'éclat, comment dire, la bracha, mais Bordeaux de Bassar Vadam, c'est on va dire le prince, des choses comme ça, mais il n'a pas le kavod du roi. Donc il faut vraiment ce qu'on appelle un roi, un meller. Au Maroc, c'est vraiment le meller. Hein, ça ne discute pas. Oh non, j'ai bien compris que oui. En espérant qu'on ait un jour à appliquer tout ça. Bon, écoutez, un jour, on va voir le prince de Monaco, on réfléchira à la question. Ok, autre question, allez-y. Juste Raverbi, c'est une question, je me permets juste d'ajouter, parce que tout à l'heure, c'est une question que vous avez posée il y a un moment, quand vous avez parlé, quand on achète une maison, on dit à Tov et Amitiv, c'est bien pour y vivre. Parce que si c'est acheter une maison pour la louer à quelqu'un, je crois qu'on ne fait pas la main. Si c'est du business, non, c'est pas le cas, non. C'est du business. Oui, non, c'est du business. Mais comme vous n'avez pas forcément précisé que c'est acheter une maison pour y vivre. Oui, bon, je vais vous dire pourquoi peut-être. Ça ne me vient pas à l'idée d'acheter de la maison pour faire du business. C'est peut-être pour ça. Acheter une maison. Ouais, bon, vous avez raison. Ouais. Acheter une maison, ce que j'appelle, c'est acheter une maison. Quoi. Un juif qui achète une maison, c'est pour habiter. Quoi. Non, si là, je veux faire du business, c'est pas acheter une maison. C'est vraiment acheter pour vendre, etc. C'est en batane. Donc, voilà. Allez-y, autre question. Rav, concernant la bracha acharona de Hagefen, justement, alors dans le cas où, pour conclure justement, j'ai écouté le kiddush, je l'ai goûté, mais j'en ai pas bu assez, donc je ne fais pas de bracha acharona sur Hagefen. Absolument. Je ne fais pas. Hein. Il faut vraiment boire les 86 centilitres. Voilà, il faut les 86 centilitres, absolument. Il faut les boire en plus dans un certain temps, hein, c'est-à-dire, bon, ça varie entre 4 et 6 minutes, vous voyez. Donc, si on le sirote doucement, on ne fait pas la bracha acharona. C'est pour ça que si c'est un repas dans lequel j'ai bu, par exemple, 86 centilitres, à ce moment-là, je ne ferai pas à la Geffen, Vapere Geffen. Si c'est un verre qui m'a accompagné durant 1 heure de table. Absolument. Si vous avez siroté, c'est un peu comme le café aussi. Vous savez ce que dit le Mishnah au café? Il dit, comme souvent, on ne peut pas savoir exactement si on est dans les 4 minutes en question, entre 4 et 5 minutes, il dit que ça serait bon, à la fin du café, de garder le chiour et de boire d'un coup. Vous voyez, il y en a d'ailleurs qui, après le café, c'est un minag tunisien comme ça j'ai entendu, après le café, ils boivent un verre d'eau. Hein, donc c'est bien comme ça, c'est sûr de sortir du café. Mais sinon, dans le robe des cas, si on sirote, on ne fait pas la bracha parce qu'il faut boire les 86 millilitres, quoi, dans un certain temps assez court, quoi.
Voilà. Allez-y, autre question. Je ne savais pas ça, oui. Oh là là, il y a beaucoup de harichut sur ça, oui. Quelquefois, on se trompe là-dessus. Hein. Je vois que les gens… Il y a la quantité et le temps qui est important quand même. Hein. Exactement. La quantité et la durée. Et la durée. Voilà, la durée. Il y a une durée. Parce que sinon, ça ne s'appelle pas boire, me dit la Gemara, ça s'appelle siroter, on va dire. Voilà, apprécier doucement. Il y a des gens comme ça, ils prennent leur café, ils mettent une demi-heure pour leur café. Ils aiment bien avoir toujours le goût de café, donc ils prennent une petite goutte toutes les 2 minutes. Là, on ne fait pas la bracha achrona. Et donc, il est bon, avec l'habitude, on arrive à savoir à peu près qu'on a pu prendre dans les 4 minutes, on va dire, 4 minutes, on a pris quand même les 86. Donc, le mieux, à mon avis, c'est de se garder un petit verre d'eau ou un verre d'autre chose et le boire à la fin. Comme ça, oui, c'est facile pour le café, mais quand je vous dis quand un verre de vin accompagne le repas et que dans une cérémonie, on a en plus un petit verre de champagne pendant le dessert, etc., et que ça s'est déroulé durant 2h30 ou 3 heures, donc brachot acharonot, on ne fait pas sur la geffen alors. Absolument, il faut faire attention. Il faut faire attention, Razak, très bien. Bon, je vais faire une petite plaisanterie. Quand je suis avec mon époux, je lui dis, écoute, on va enlever le safek, on va se boire un dernier verre avant la fin de la cérémonie. Bien sûr. Et oui. Et oui. Alors, elle me répond, tu as beaucoup de sfécotes dans la vie, quelquefois. Je dis, mais oui, des sfécotes comme ça, on en a. Bon, voilà. Avec des smartphones, comme on dit. Alors, je vais passer maintenant, s'il y a d'autres questions, sinon je vais passer à autre chose. Alors, une question là qui est très récurrente. Encore une cette semaine, on a dit voilà, oh là là, j'ai fait une pâte et tout, et finalement j'ai renversé un verre d'huile, ce qui fait que maintenant ma pâte elle est bien molle et puis elle a vraiment un goût d'huile et tout. Est-ce qu'elle est devenue mésonote? À partir de quand une pâte moti elle devient mésonote? C'est archi classique comme question. Il faut bien la connaître, il faut savoir mesurer parce que sinon on peut rentrer dans un problème de safek brachot. Alors, c'est bien connu que c'est mésonote lorsque la pâte a un goût autre que de l'eau et du sel, vous voyez. Elle a un goût sucré, on a mis des œufs, du sucre, toutes sortes de choses, quelquefois des fruits écrasés, des fois du jus de fruits. À partir de quand on passe, on bascule d'une pâte motzi à une pâte mésonote? Ben, la réponse, elle est à partir du moment où il y a une majorité d'éléments qui donnent du goût par rapport à l'eau qui ne donne pas de goût. Hormis, je dis bien, la farine. Je mets la farine de côté, je ne compte pas la farine. Je mets la farine de côté. Et dans mon kilo de farine, disons, dans mon kilo de farine, je mets 3 verres d'eau, 2 verres d'huile, 5 cuillères de sucre, etc. Donc, je mets la farine de côté, je ne compte pas la farine. Je connais la quantité d'eau, disons, il y a 500 grammes d'eau. J'ai compté 500 grammes d'eau, un demi-litre d'eau. De l'autre côté, je voulais que mes chalotes soient bien sucrées, qu'elles aient un bon goût. Donc, j'ai mis 2 verres d'huile, j'ai mis des œufs, etc. Et quand j'ai fait la somme de l'huile, des œufs, de tout ce qui donne du goût, je suis arrivé à 520 grammes. Donc, j'ai 520 grammes de dvarim anotim tam, qui donne du goût, et 500 grammes de l'eau qui ne donne pas. Donc, on dit que finalement, il y a un rove d'éléments qui donnent du goût, donc c'est mésonote. Si par contre, il y a moins que 500 grammes d'eau, il y a 500 grammes d'eau, il y a 450 grammes de sucre, d'huile, d'œuf, etc., alors ça reste moti. Voilà comment on tient. Il y a des discussions là-dessus. Le minhag des Sfaradim, c'est que dès l'instant qu'il y a un petit goût d'autre chose que de l'eau, dès qu'on a mis un petit peu de sucre, c'est un peu sucré, déjà on fait mésonote. Bon, ça c'est une chita, bon, c'est des chitas de Beth-Yosef, etc. Mais la chita du Admor Hazaken, c'est d'aller d'après la majorité des éléments qui constituent la pâte hors farine. Rove, disons jus de fruits, j'ai du jus de pomme et de l'eau. Si j'ai plus de jus de pomme que d'eau, c'est mésonote. Si j'ai plus d'eau que de jus de pomme, c'est moti. Question, c'est que dans ce que je vous dis, on peut vraiment arriver à un taout, à une erreur, parce que bien qu'il soit marqué pur jus de fruits sur les bouteilles, mais souvent c'est mélangé. Donc, ce dont je vous parle, c'est dans la mesure
où on connaît, ça il faut avoir quelques renseignements, ou dans certains on sait qu'ils ajoutent très peu d'eau, il faut bien se renseigner là-dessus, parce que si on vous vend du jus d'orange et dans lequel il y a un tiers d'eau, on n'a rien gagné. Ça peut être moti et pas mésonote, parce que finalement il y avait de l'eau dans le jus de fruits. Donc ce dont je parle, bien sûr, c'est, on va dire, un jus de fruits sûr 100% que vous auriez fait chez vous. Voilà, vous avez pris des oranges, vous avez pressé des oranges, et puis vous avez ajouté de l'eau. S'il y a une majorité de jus d'orange, mésonote, majorité d'eau, moti. Voilà donc, première chose, ça c'est le passage de moti. Une deuxième halakha aussi très très demandée, je vais en sortir comme ça 2 ou 3 et après j'attends vos questions, questions très très fréquentes. Des personnes qui prennent du pain et puis qui le trempent dans l'œuf, du pain tout fait déjà, trempent dans l'œuf et puis on les fait frire à l'huile. Ce que certains appellent le pain perdu, le pain récupéré. Donc du pain dur, on trempe dans l'œuf, il y en a qui font dans le miel ou dans d'autres produits comme ça, puis le font frire. Donc on refait frire du pain. C'est du pain, par définition du pain, c'est de la farine et de l'eau cuit dans le four, contrairement au beignet. Le beignet, c'est une pâte qu'on fait cuire directement à l'huile. Là, je parle du pain qui a été cuit au four, afia, ce qu'on appelle afia en hébreu. Et puis, ce pain qui a été cuit au four, maintenant, on le recuit dans un liquide, de l'eau ou de l'huile. En général, c'est de l'huile. Donc, ça donne ce qu'on appelle le pain perdu. C'est très, très bon d'ailleurs, c'est délicieux. Hein, ce pain qui est recuit dans l'huile, qui est refrit dans l'huile. Eh bien, quelle est la bracha de ce pain perdu? On va l'appeler le pain perdu. Minaga Olam. Si le morceau en question, il fait un kazaït ce n'est pas grand-chose, hein, c'est un cube de 3 cm sur 3 cm sur 3 cm. Hein, c'est vite fait, c'est une petite tranche de pain. Donc, dès que vous avez cette quantité-là, c'est moti. Ça reste moti. Du pain frit à l'huile, ça reste moti. Si maintenant, le pain en question, vous l'avez complètement émietté de telle sorte que tous les morceaux, ils font moins d'akaïs, c'est tout petits morceaux qui sont frits, ce qu'on fait quelquefois quand on fait des boulettes. On prend du pain comme ça, hein, puis on écrase des miettes de pain, on fait des petites boulettes et puis on les fait frire. Des Kleiner, des choses comme ça. Eh bien, étant donné que les morceaux en question de pain étaient tout petits et qu'on les a fait frire, là, c'est mésonote. Parce que déjà, les petits morceaux de pain ont été pulvérisés comme ça, pulvérisés, pas forcément pulvérisés, mais en plus petits morceaux, et recollés après, et puis frits, ça, c'est mésonote. Mais quand vous prenez une vraie tranche de pain, petite tranche de pain, qui fait un kazaït, comme je vous dis, c'est pas grand-chose, hein, c'est un cube de 3 cm de côté, alors tous ces morceaux de pain-là restent moti. Donc, il faut faire netiat yadayim pour manger du pain perdu en général. Hein. Le pain perdu qu'on fait en général, les tranches sont. Il y a un kazaïd dans les tranches, dans les morceaux. Donc, le pain perdu, ça reste moti. Alors, deuxième halakha que je voulais préciser, sur lesquels il y a confusion souvent dans la tête des gens. Troisième catégorie, c'est le pain frit à l'huile directement. Je ne dois pas dire le pain d'ailleurs, la pâte, la issa. Je fais une pâte à pain. On fait du pain avec la pâte à pain, et puis il en reste cette pâte à pain, on la fait cuire, on la fait dans l'huile. C'est des beignets. Ce n'est pas les meilleurs beignets, parce que les meilleurs beignets, c'est de la pâte déjà mélangée avec des jus de fruits. Elle est sucrée, la pâte. Mais là, je parle d'une pâte qui n'est pas du tout sucrée, de la vraie pâte à pain. La vraie pâte à pain frite dans l'huile. Alors, il y a discussion dans les poskim, la halakha, c'est ces mésonotes. Yeshomrim, il y a une chita, Rabbi Notam, il y a une chita qui dit que c'est moti. Donc, bon, Yiret Shamaïm, il peut essayer de manger ces beignets-là. Beignets dont j'insiste, hein, le beignet dont la pâte, c'est la vraie pâte à pain. C'est mieux de le manger dans un repas, on va dire. Mais le Ikar halakha, si vraiment vous en avez fait un Hanouka, vous avez fait il vous restait comme ça de la pâte à pain et vous avez fait frire à l'huile, c'est mésonote. C'est mésonote. Contrairement au pain qui est déjà passé au four, et qu'on en fait frire à l'huile, qui reste moti. Il a déjà été moti, il garde sa définition de moti. Voilà. Dernière halakha, avant d'écouter vos questions. Dernière halakha, vous savez que sur les gâteaux, sur du pain mésonote, lorsqu'on est kové à Seouda, le mésonote, il faut faire moti. Bon, je sais que c'est une chéla que tout le monde connaît, que ça pose beaucoup de problèmes. Alors moi, Feinstein dit que c'est très embêtant dans les mariages,
Vous entendez très souvent du côté des femmes, c'est mésonote, du côté des hommes, c'est moti. La vérité, c'est très problématique. Parce qu'on peut rentrer tout de suite dans des grands sphécotes qu'on pense faire du mésonote, mais en fait, il fallait faire moti. Alors, je vous donne la quantité de mésonote qu'il faut manger pour faire moti, lechatrila et birkat Amazon. Lechatrila, a priori. Si vous savez que vous allez manger 4 kabetines, une kabetza, c'est à peu près 54-57 cm3, millilitres. Alors, multipliez 54 par 4, ça vous fait de l'ordre de 220-230 grammes. Sachez que 220-230 grammes de gâteau, c'est vite fait. Quand vous avez les petits pains mésonotes sur les tables des mariages, très souvent, je les pèse et je vois à peu près le volume. En fait, c'est des volumes et le poids, disons, donne une approximation. Eh bien, quand je vois ce petit pain, très souvent, ils sont assez épais. Manger 2 de ces petits pains, déjà, j'arrive à mettre 220-230 cm3 de gâteau. Et donc, et qu'en plus, bien sûr, à la fin du repas, on est rassasié. On a mangé des entrées, on a mangé le poisson, on a mangé la viande, on a mangé le dessert. Donc, le bilan, c'est qu'on est rassasié, on les savère. Et dans ce cas-là, on fait Pachout, Birkat Amazon Minatora. Et malheureusement, je vois que beaucoup ne font pas attention. Ils mangent facilement 2-3 de ces petits pains avec tout ce qui reste, et puis ils font mésonote, ça y est. Non, il faut savoir bien compter. Si vous voulez faire comme les autres, il faut vraiment manger peu de ce gâteau. S'il vous plaît, on peut poser une question là? Je finis ça et j'écoute vos questions. Je finis ce que je voulais vous dire et je vous pose la question. Maintenant, si on mange moins que ça, on mange 180, 150 grammes, etc., alors là, pour l'Admor Azaken, on rentre dans un safek. Si on est rassasié, je dis bien si on est rassasié. Si on n'est pas rassasié, on n'est pas rassasié. Si on est rassasié avec 100 ou 150 grammes de ce petit pain-là, ce pain mésonote, il y a un safek Birkat Amazon. Vous voyez, c'est un safek Birkat Amazon, c'est un safek de Horaïta. Donc, il faut vous arranger. Moi, je dis dans les mariages, Etzatova Kavash Malan, je vous donne un bon conseil, faites moti, c'est tout. Faites moti, sinon vous rentrez dans les spécoles. À plus de 4 kabetines, à 220-230, c'est Vadaï Birkat Amazon sûr. Si c'est moins, c'est un Safek Birkat Amazon. Ça vaut la peine de faire moti. Voilà, quatrième halakha que je veux vous dire. Je sais que c'est les plus fréquentes dans les repas. C'est vraiment. Il y en a un qui m'a dit, mais chaque fois qu'il y a une Brit Mila, moi je mange 3 croissants et j'y suis arrivé. Ah oui, tu manges 3 croissants avec un pain au chocolat. Oui, ça fait un problème. Ça fait un problème de Birkat Amazon. Il faut faire attention. Je vous écoute maintenant. Le chocolat qui est dans un croissant, est-ce qu'il est associé dans le fameux poids des 250 grammes? Non, les 200 dont j'ai parlé, c'est pour arriver donc au volume donc de pain. Le chocolat s'associe pour le lien de Svia. Par exemple, si vous avez au 220, etc., et que vous n'êtes pas Savéa, là, il y a marloquette. Mais si vous êtes Savéa, donc la Sviout, elle vient, donc vous êtes Vada et Chayab. Vous voyez? Donc, tous les autres éléments que la farine elle-même rentre dans l'Agdara de Svia, pour arriver à Svia, pour arriver à être rassasié. Et c'est un problème. Par exemple, pourquoi je vous dis ça? Par exemple, si vous mangez 150 grammes de pain mésonote, 150 grammes de pain mésonote, on n'est pas savé en général. Bon, quelqu'un qui a un bon appétit, il n'est pas savé. Par contre, si dans ces 150 grammes de pain mésonote, il a mis et du thon, et des pommes de terre, un tas de choses, etc., et grâce au rajout, et bien maintenant il arrive à la Svia, alors là, il rentre dans le Safek de Birkat Amazon. J'ai compris. Alors maintenant, dans l'autre sens, la question, s'il vous plaît, on a voulu faire Birkat Amotzi, et finalement, on n'a même pas mangé 30 grammes de pain. Est-ce qu'il faut se forcer à manger du pain pour pouvoir faire le Amotzi? Attends, vous ne parlez pas du tout de Safek Moti Mésonote, du vrai pain, vous dites? Oui. On s'est attablé, puis finalement, on n'a même pas mangé 30 grammes de pain. Est-ce que c'est un problème pour faire le Birkat Amazon? Si vous n'avez pas mangé, il ne faut pas faire Birkat Amazon. Vous avez demandé une autre question tout à l'heure. Vous avez demandé est-ce que c'est bien de s'efforcer? Si vous avez commencé à faire moti, c'est bien de faire un effort, à moins que vraiment vous êtes en situation de faiblesse et tout, quoi, un cas ce qu'on appelle Shadadachat. Mais il est bon d'abord, il est bon de faire Birkat Amazon, c'est de remercier Dieu.
Et puis, en plus, vous avez commencé tout le talir, toute la procédure là, pour avoir Birkat Hamazon, c'est dommage de ne pas en profiter. Sauf les cas d'exception, vous êtes appelé par quelque chose, par une raison. Mais c'est bon de le faire, oui. C'est bon de le faire. Mais si aussi ça fait qu'il n'y a même pas eu 30 grammes, par contre, on a bien mangé pendant le repas, on considère, est-ce que justement ces bons aliments, est-ce qu'ils s'associent au peu de pain qu'on a pu consommer? Dans le cas où il a très très peu, vous dites moins que le kazaïd? Oui. Non, si moins de kazaïd, ça ne s'associe pas, non. Ah. Parce que moins de kazaïd, c'est pratiquement rien, vous voyez, donc non, ça dit moins de kazaïd. Le problème, la question que vous demandez, elle est pointue, s'il a mangé par exemple une tablette à 60 grammes. Alors 60 grammes, en général, ça ne rassasie pas. Par contre, si vous prenez une personne qui va manger un petit pain comme ça, maisonnode de 60 grammes, et puis il va manger tout le reste du repas, il a vraiment l'estomac plein après. Là, on rentre déjà, oui, étant donné qu'il a mangé 60 grammes, donc déjà, c'est deux casétimes, il rentre dans le problème de ce qu'on s'appelle Birkat Hamazon. Et c'est sur ça que là, Moshe Pachan, il crie beaucoup contre ça. Il dit, mais beaucoup de gens, ils veulent éviter de faire le birkat, donc ils mangent, on va dire, 60 grammes, 80 grammes, mais avec tout ce qu'ils mangent après, ils sont complètement rassasiés. C'est un problème. C'est un sapek birkat Hamazon, c'est un sapek d'oreita. Donc, il faut éviter ce matzah. Est-ce qu'il y a un chiour pour faire Netilat Yadayim où c'est d'emblée, quelle que soit la quantité qui va être consommée, il faut faire Netilat Yadayim? Écoutez, je vais vous dire la lacha pure, mais il ne faut pas le faire. Faut pas le faire. Si on prend moins d'un kazaït, on sait qu'en moins d'un kazaït, on peut le manger sans faire un étilat. Mais il ne faut pas le faire. Non, d'accord. Ok. Bon, alors, merci Rav. Merci bien. Voilà, autre question? Oui, s'il vous plaît. Donc, si on part de ce dernier principe, les pizzas, les pâtes, voire même un bon goûter, il n'y a jamais de mésonote dans tout ça. C'est souvent un motzi, une pizza, alors, si on part de ce principe. Parce qu'il y a la pâte, elle fait bien 200. Vous parlez de la pizza maisonnote, madame. Vous parlez de la pizza maisonnote. Absolument, oui. Parce qu'elles font souvent 200 grammes de pâte. Je ne sais pas si vous avez... Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'acheter des pizzas chez M. Abidbo, là, quand il avait, maintenant il est fatigué, il ne s'en occupe plus. Je lui ai demandé de dire aux gens que sur sa pizza, il faut faire moti. Oui, c'est une pizza maisonnote. Carrément, il disait aux gens, Rav Zerbib vous dit de faire moti. Vous mangez toute la pizza. Il avait fait les comptes exacts, il y avait 227 grammes, il avait fait pile le compte. Il a dit, et si vous avez un safek, je vous amène 2 tranches de pain, et vous faites moti sur du pain et vous acquittez le... Comme ça. C'est ça. Donc, il n'y a pratiquement jamais de pizza maisonnote, on est d'accord. Même quand on demande au restaurateur. Attendez. Non, parce que ça pèse. Moi, quelquefois, on en commande ici. Quand c'est mon épouse et moi, on se partage, ça nous fait 120 grammes et on n'est pas du tout rassasié avec 120 grammes. Bon, on n'a pas de chalal là-dessus. Mais le jour où on a faim, on veut manger toute la pizza, et je fais moti. C'est pas chaud que je fais moti. Voilà, c'est ça. Donc, c'est ce que je vous dis. Même quand le restaurateur nous dit que c'est une pâte maisonnote, c'est pratiquement impossible. Les pâtes, si on prend des pâtes, un bon plat de pâtes avec du saumon, des champignons, des choses comme ça, ça atteint, même si dans les pâtes elles-mêmes, il y a les 220 grammes. Bon, vous faites bien de me poser cette question, madame. Je vais vous enlever une erreur. Les pâtes, c'est pas on est rassasié. Même. Pourquoi? Les pâtes et le couscous, ce sont, par exemple, la pâte qui a été cuite à l'eau. Comme elle a été cuite à l'eau, elle n'a pas cette force, si vous voulez, comme un mésonote, que si on en mange en grande quantité, ça devient moti. Parce que le mésonote dont j'en parle, c'est de la pâte qui a été cuite au four. En potentiel, c'est un moti. Mais je pensais à la notion de savea. Voilà, la notion de savea ne suffit pas. Même si vous mangez 5 kilos de pâte de spaghetti, je parle de pâte de spaghetti, mangez 5 kilos de spaghetti, vous êtes archi rassasié, vous ne faites pas Birkat Hamazon. Parce que ce n'est pas du pain dans la mesure où c'était cuit là-haut. Retenez ça, hein, c'est une erreur. Très bien. C'est intéressant de savoir ça. Je crois qu'on fait moti. Oui, absolument. Oui, parce que je pensais à la quantité et à la farine, mais effectivement, ce n'est pas cuit au four. Et une dernière question, Rav, le pain grillé, un pain qu'on a acheté, une baguette, et on l'a fait griller. Voilà. Alors, si on mange 220 grammes, donc il faut faire moti. Le pain grillé, est-ce qu'il change son statut? Je vous réponds tout de suite. Le pain grillé, c'est du pain, madame.
C'est du pain. D'accord, on est d'accord. On est bien d'accord. Attention, contrairement aux biscottes. Parce que les biscottes, elles n'ont jamais eu une étape. Le Tratistrak, le grand poste qui m'explique comme ça, il dit que les biscottes n'ont jamais eu une étape où elles ont été du pain. Déjà dans le four, elles sont passées de l'état de farine, de pâte, de issa, elles sont devenues tout de suite des biscottes. Ça n'a jamais été du vrai pain. Vous voyez, il n'y a jamais eu un moment où on peut l'utiliser comme pain pour accompagner le poisson à la viande. Par contre, même quand ça porte la notion de pain grillé, pardon, Rav. Voilà. Même quand il est stipulé pain grillé, c'est quand même des biscottes, quoi. Voilà. C'est exactement. Parce que ça a été fait comme ça. Ce n'est pas du pain qu'on a grillé. Ils sont sortis sous forme de croûtons. Vous voyez, donc c'est maisonnant. Oui. C'est bien. Razervib? Oui, je vous écoute. Oui. Alors, vous avez 5 minutes. Ah, oui. Alors, il y a Gérard qui m'interrompt. Oui, je me laisse emporter par les halakhot. Alors, messieurs et mesdames, je voulais vous dire que, Bezat Hashem, on est aujourd'hui lundi, dans 14 jours, dans 2 dimanches, le Kollel de hier, que vous connaissez, dont j'ai le privilège d'être le Roche Kollel depuis 22 ans, la bête, c'est le cœur, Baruch Hashem, même peut-être un peu plus. J'ai commencé dans les années 88 à l'Yeshiva Brunois. Et donc, on va, pour des raisons à déterminer, on va faire une collecte charity que vous connaissez. Donc, j'ai demandé à Gérard si ça se faisait que je demande à tous les élèves de faire un petit effort dans la mesure du possible, d'aider notre Kollel comme vous pouvez, et donc de participer à cette grande collecte que nous faisons, qui nous permettra donc d'entretenir tous les Kollelman qui étudient, certains toute la journée, certains à mi-temps, et au Hachem, notre Kila ici, on peut dire, elle explose. Et beaucoup de monde quitte Créteil, Paris et tout, et s'installe par chez nous, avec le Covid en particulier, parce que ici c'est la campagne. Donc on agrandit les locaux, et pour la Keïla, et pour le Kollel. Voilà, donc si chacun peut faire un petit geste, je pense que Gérard va vous communiquer un lien. Non, moi, je ne connais pas tellement comment ça marche, et il m'a expliqué Gérard, donc peut-être que d'ici aujourd'hui jusqu'à dimanche, dans 2 dimanches, le dimanche qui suit Purim, vous pouvez faire un petit geste comme ça pour le Kollel. Tavo Alechem Birkatov. Et ça nous permettra aussi de continuer des activités en halakha et tout ce que l'on a le mérite de faire tout le temps. Voilà. Avec plaisir, je m'en occuperai. Avec joie. Soyez Gérard, et je dis bonsoir à tout le monde. Et sachez que vos questions, elles me font beaucoup plaisir parce que je vois que ça vous intéresse, que vous êtes dedans, et c'est le quotidien, la halakha. Vous savez que la Hatzmout, je le dis, je le répète tout le temps, la Hatzmout, l'essence divine, elle se réduit dans les 4 amots de la halakha. C'est la Gemara qui dit ça, depuis qu'il n'y a plus le Beth Amikdash. Donc, c'est pour ça que les femmes aussi, elles ont un rouge spécial dans la halakha, elles ont beaucoup de mérite. Elles n'ont pas donné l'or pour faire le veau d'or. Et avec le miroir, avec lequel Jebel, on a fait le kior. Vous connaissez tout le mérite des femmes. Et je sais que Baruch Hashem, j'enseigne à Trika depuis une trentaine d'années. On a formé beaucoup d'élèves. Et Baruch Hashem, elles vivent avec ces halakhot qu'elles ont pu apprendre donc, à l'école, l'école, les bisroutes, tout ce qu'on a pu leur donner. Alors, bonsoir à tout le monde. Si, bonsoir, merci. Bonsoir. Merci beaucoup. Avec plaisir.